Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je suis très content. Alors là, je suis très content de vous retrouver ce soir. Vous êtes en direct sur Blablafoot. Blablafoot, c'est la seule radio où les chroniqueurs, c'est vous. Nous sommes le jeudi 4 juillet 2019. Il est 21h. Vous êtes en train d'écouter la première édition du Café Crème. On va rappeler le concept dans un petit moment. Vous êtes en voiture, vous êtes chez vous, vous êtes au stade. Peut-être même vous êtes au stade, oui. Tous les moyens sont bons pour écouter Blablafoot, pour même participer au débat avec le bouton Deviens consultant. On vous fera rentrer en deuxième partie d'émission pour poser des questions à nos invités. Vous pouvez également réagir avec le hashtag Le Café Crème. On est présent sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Avant de présenter nos invités du soir, le Café Crème, c'est quoi? Eh bien, c'est le seul débat d'idées 100% foot en France. On va parler projet de jeu, on va parler tactique, tout ça avec deux entraîneurs qui se feront face pendant 1 heure. C'est le rendez-vous de l'été et c'est tous les jeudis à 21h. Et pour cette première édition, on accueille Jean-Marc Nobilo. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Alors, comment ça va? Très bien, très bien. Je vous écoute depuis l'île de la Réunion où je suis en poste depuis 1 an. Voilà. Et ouais. Et déjà le dire, on est très content de vous avoir parmi nous. Donc vous êtes, comme vous l'avez dit, directeur technique de La Réunion. Vous allez nous expliquer comment ça se passe et ce que c'est un petit peu dans un petit temps. Vous êtes également ancien entraîneur du Bénin, de l'Algérie U20 ou encore du Stade Lavallois. Face à vous, il était promis Noël Tosi. C'est un contretemps personnel, on s'en excuse, qui fera qu'il ne pourra pas être présent ce soir en renfort. Alors par contre, il connaît bien la maison, notre renfort de ce soir. Il était également entraîneur, mais en amateur, pardon. Il est reconverti scout. Il a lancé sa chaîne YouTube pour nous présenter son travail. Il compte des dizaines de milliers de vues sur la plateforme et est plus connu sous le pseudonyme de Coach Larage. Mohamed Larage nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Bonsoir Mohamed. Salut Mathias, salut coach. Bonsoir Mohamed. Eh ben, on est très voir tous les deux. Alors, Mohamed, donc tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, s'il te plaît. Parce que, comme je l'ai présenté, tu étais entraîneur en amateur. Aujourd'hui, tu as lancé ta chaîne YouTube. Tu nous présentes ton travail de tout. Explique-nous un petit peu tout ça, parce que c'est pas très clair, dit comme ça. Bah, c'est vrai que c'est pas très clair quand tu le dis comme ça, mais on va dire mon parcours. J'ai commencé le foot c'était après la Coupe du Monde 90. En 1991, donc j'ai fait 98. Non, 90. Moi, je suis un petit peu. 90. Ah oui, je suis un petit peu plus vieux que toi, Mathias. C'est bien. Non, mais d'accord. Donc j'ai suivi la Coupe du Monde 90 et 1 an après, je me suis inscrit au foot et de 91 jusqu'à 2009, j'ai joué dans un club amateur au FC Noisiel, ça se trouve dans le 77. Puis après, je suis devenu entraîneur-joueur et j'ai fait 1 an entraîneur-joueur. Puis après, je suis devenu entraîneur, j'ai passé les diplômes, tout ça, jusqu'à 2016. J'ai entraîné Noisiel pendant moins 5 ans et j'ai entraîné Saint-Thibault qui était à côté et Ponto Combo qui était aussi à côté. Donc voilà. Puis après, j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que j'ai commencé à fréquenter un petit peu le milieu de tout ce qui est scouting et agent de joueurs. Donc, comme je suis un fan de foot et un fan des jeunes joueurs, on va dire, j'ai lancé ma chaîne et pour l'instant, ça grimpe un petit peu. Donc, on progresse. Mais ouais, on voit ça avec 1000 et quelques abonnés sur ta chaîne, comme j'ai dit, des dizaines de milliers. Pourtant, ça fait pas très longtemps. Ouais, ça fait pas. Non, mais ouais, ça fait depuis combien de temps ça? Ouais, ça fait moins d'1 an. Ça fait moins d'1 an, c'est déjà un beau parcours. Ouais, donc tu nous présentes des jeunes joueurs. Je crois savoir que tu utilises un logiciel particulier. Ouais, c'est le logiciel, je pense que coach Nobilo connaît, c'est Y-Scouts. Donc j'ai le privilège de pouvoir accéder à ce. C'est assez précis, ouais. Sur les vidéos, sur les recherches, sur les joueurs, sur les options de jeu des équipes. À un moment donné, j'ai consulté un peu de par mon métier et c'est vrai qu'avec 2 ou 3 autres technologies de ce genre-là, ça peut aider au métier d'entraîneur. C'est vrai.
C'est un sujet qu'on pourrait aborder dans une émission du Café Crème un jour avec des entraîneurs possiblement. On sait qu'il y a le livre le foot est une science inexacte de je ne sais plus quel auteur, excuse-moi, mais qui présente aussi ces nouvelles technologies-là. C'est hyper intéressant. Moi, je sais personnellement, alors si vous voulez une petite anecdote, j'ai jamais été entraîneur, hein, voilà, malheureusement. En revanche, j'ai été entraîneur sur Football Manager et bon voilà, vous savez sur Wisecout, on peut, voilà, on a eu une période gratuite. Et ben j'ai eu gratuite Wisecout pour recruter des joueurs sur Football Manager. Voilà. Bah, Bon, Mathias, je voulais te faire une entre parenthèses là-dessus. Ma passion pour le coaching est partie de Football Manager. Et j'ai commencé Football Manager 97-98. C'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu être entraîneur. Très bien, mais comme beaucoup, il faut le savoir. Très bien. Jean-Marc Nobilo, alors vous êtes directeur technique de La Réunion. Alors, directeur technique de La Réunion, savoir en quoi ça consiste, tout simplement. Écoutez, j'ai été nommé il y a une année sur proposition du président Etev, qui est le président historique depuis une quarantaine d'années ici, que j'avais côtoyé il y a 25 ans, venant apprendre le métier d'entraîneur ici avec des clubs locaux comme Saint-Denis ou le Tampon, et en ayant des expériences aussi de direction de centres de formation. Et bien sûr, ça a été validé par la direction technique nationale et Hubert Fournier. Donc, mon rôle consiste en quoi? À mettre en place une équipe technique régionale, animé par des différents conseillers techniques régionaux, conseillers techniques départementaux, sur 3 axes de développement. Le football des pratiques, 6-13 ans, garçons et filles. La formation des entraîneurs, domaine dans lequel aujourd'hui j'ai pris la charge, ainsi que le plan de performance fédéral, garçons et filles. Et il y a eu une création aussi d'un département des sélections régionales de U13 à 20, garçons et filles. Voilà un peu quels sont les axes essentiels de mon travail ici. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes un petit peu le patron le boss des entraîneurs à La Réunion également, et en accord. Plutôt, vous travaillez avec donc Hubert Fournier, et c'est un travail aussi où il y a pour développer le foot aussi un petit peu à La Réunion. Ça, mais si vous voulez, la Ligue réunionnaise de football est quand même, sans vouloir la comparer aux autres DOM, qui aussi font beaucoup d'efforts et font beaucoup de travail. C'est quand même une ligue des mieux structurées. C'est 27-28 000 habitants, c'est un pôle espoir fédéral. Ce sont des structures mises en place, ce sont de bonnes sélections régionales, beaucoup de promotions de jeunes joueurs qui sont partis. Les dernières dates, Ludovic Ajorc, mais si vous voulez, le plus connu, c'est bien sûr Payet. Donc, c'est une ligue qui travaille bien depuis une vingtaine d'années, qui a la reconnaissance de la DTN. J'étais parti, moi, si vous voulez, après... il y a une vingtaine d'années, après 8 ans d'expérience ici, pour rejoindre un peu le monde professionnel. Mais ça a été un excellent terrain d'apprentissage, ce football amateur, ce football passionné. Je me rappelle quelques anecdotes où les grands clubs de La Réunion, Tampon, Saint-Denis, Saint-Pierre jouaient devant des affluences de 10-12 000 personnes. Il y a eu des Tampons Saint-Pierre en 90 avec Roger Millade, qui d'ailleurs derrière a enclenché la Coupe du Monde 90 en étant un bon buteur. De 10 000 personnes. On a fait des matchs de Coupe d'Afrique à un moment donné où La Réunion était intégrée à la CAF devant 12 000 personnes au Stade de l'Est à Saint-Denis. Donc, c'est un ensemble d'expériences, de passions, moi, qui m'ont beaucoup apporté avant de rentrer dans le milieu professionnel. Ouais, mais ça a l'air très intéressant. Moi, j'ai une question à propos de ça, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le café crème, tout simplement. Est-ce que les directeurs techniques, j'imagine un petit peu la réponse, mais vous travaillez tous entre vous un petit peu en France? Oui, la DTN, si vous voulez, par l'intermédiaire de Hubert Fournier, en particulier de Jean-Claude Gentini, qui est le DTN adjoint responsable du plan de performance fédéral, les directeurs techniques, directeurs de la formation de Ligue 1 et Ligue 2, ont des séminaires ensemble une fois par saison, sur 3 jours, en abordant tous les sujets qu'on peut imaginer en termes de formation, d'encadrement, d'administration, de projection. Non, il y a un gros travail qui est fait par la DTN, par ses cadres techniques nationaux. Voilà, une bonne chose, par exemple, que les gens ne connaissent pas, mais que je découvre parce que c'est un métier que je redécouvre. Je l'ai fait il y a une vingtaine d'années. Les expériences que j'ai pu avoir dans le monde amateur, l'étranger, le monde professionnel me servent aujourd'hui énormément. Mais à savoir qu'il y a
la Fédération française de football a nommé un responsable, un cadre technique national, responsable des DOM de tous les départements outre-mer, qui est Nicolas Bourdin. Et j'ai le sentiment que le président Le Graët, avec l'ensemble de la LFA, le président de l'ORBA, font un gros travail justement pour donner aux DOM les lettres de noblesse un petit peu qu'elles méritent, avec le gros travail qui est fait, mais bien sûr qu'il reste encore à faire pour s'améliorer et encore mieux se structurer. Très bien. Très bien, très bien. Et ben en tout cas, on vous le souhaite, ce gros plus surtout pour les régions outre-mer. Très bien, merci déjà de cette présentation. Je vous propose qu'on rentre. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et de l'émission, surtout avec la petite introduction. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est les stades. Voilà. Et ben finalement, le stade préféré d'un homme, ou d'une femme, d'un humain tout simplement, eh bien c'est ce qui reflète aussi un petit peu sa personnalité. Et ben moi, je vous ai demandé de choisir un stade qui vous tient à cœur et de nous expliquer pourquoi en 2-3 phrases. Mohamed, coach Larage, je te propose de commencer. Quel est ton stade favori ? J'aurais pu dire le Parc des Princes parce que voilà, je vais le cacher à personne, mais je suis fan du PSG bien sûr. Mais en fait, le premier stade vraiment que j'ai aimé par sa structure et aussi par l'époque aussi, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par la première compétition que j'ai vue de ma vie, c'est la Coupe du Monde en Italie. Oui. Et en fait, j'étais fasciné par San Siro. Giuseppe Meazza pour les interistes. Enfin, Giuseppe Meazza je sais même pas si c'est Giuseppe Meazza pour les interistes ou les milanistes, je m'en rappelle plus. Et mais en fait, Giuseppe Meazza, c'est l'Inter. Hein. Ouais. Et en fait, ce qui m'attriste, et je pense que coach Nobilo va me confirmer ça, c'est qu'il va être détruit. Oui. Il va être détruit dans très peu de temps, et franchement, c'est ça qui m'attriste le plus parce que ce stade, il est récent, il a à peine il a moins de 30 ans, donc toi, tu nous as choisi donc soit Giuseppe Meazza, soit San Siro. Les deux, c'est les deux appellations, quoi. C'est un petit, c'est un hommage à ce stade-là, et j'espère que cette année j'aurai l'occasion d'y aller. Très bien. Donc San Siro pour coach Larage. Jean-Marc Nobilo nous a choisi peut-être un stade d'outre-mer, peut-être un stade de la Réunion. Non, moi j'ai un rapport à mes expériences, c'est ce que j'ai pu vivre aussi un peu comme sentiment, comme émotion, avec Noël Tosi qui devait être l'invité. J'avais eu beaucoup de sensations positives avec Angers. Nous étions déplacés à Geoffroy Guichard. J'ai vécu deux moments. En tant qu'adjoint avec Noël Tosi, on avait fait un très bon 0-0 qui nous avait permis de nous sauver avec Angers. Et peut-être avec une expérience un peu plus négative avec Le Havre, ou avec une équipe très jeune, on avait perdu 2-0. Mais à l'échauffement, quand vous rentrez, vous préparez, même si le public n'est pas encore là, il est très très présent. Il y a une espèce d'atmosphère spéciale que je n'ai pas ressentie dans mes expériences, moi, différentes, que ce soit en championnat de France, en Coupe d'Afrique ou dans d'autres compétitions. Et après, j'ai aussi un côté cœur, c'est de Chazot, puisque j'ai commencé ma carrière, moi, de formateur dans les années 96-99, et avec mon équipe de CFA et une grande génération de jeunes qui étaient les Diawara, les Chibonda, les Mazur et les Mansouri, et certainement j'en oublie. J'ai fait mes premières sacrée génération entraîneurs de formateurs là, et puis l'année aussi de l'accession en 2007-2008, où là j'aurai un grand souvenir du 16 mai 2008, où ça a été une méga fête au Havre avec l'ensemble du public, des partenaires, des composantes du club contre Bastia, où on a fait un match fantastique, irréel, où le dernier match on gagne 6-0, mais pour le fun, mais avec une atmosphère que j'avais jamais rencontrée dans ma petite carrière d'entraîneur formateur. C'est très bien, c'est très intéressant en tout cas. Allez, on va commencer, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'une heure n'empêche, ça passe vite. Le premier sujet, je vous propose, comme on est dans la période, alors la dure période surtout, de la pré-saison, et s'il y a des coachs qui nous écoutent, on leur souhaite le meilleur, on leur souhaite une bonne reprise à tous ces coachs qui leur saison, tout niveau compris. Coach Larage, comment donc vous étiez entraîneur amateur. Comment est-ce qu'on prépare sa saison quand on est dans un club de basse division, mais pas seulement déjà de basse division, surtout quand nos moyens ne sont pas toujours présents, quand les gens qui travaillent là-bas sont
surtout des bénévoles, quand les joueurs sont pas toujours prêts à consacrer 90% de leur temps au foot. Comment ça se passe une pré-saison qui est un moment dur, un moment en saison? L'objectif de la préparation estivale, hein, c'est de sortir de sa zone de confort. Hein. Il faut qu'à chaque entraînement, ça soit primordial. Et en fait, c'est toujours basé, je pense que coach va me confirmer, c'est vraiment axé sur le physique et de se rapprocher au maximum de son poids de forme. Ouais. Mais il y a aussi comment dire, il y a aussi une part de technique. Il y a une part de technique, c'est retrouver au max ses sensations et aussi mettre l'accent sur son hygiène, c'est-à-dire en gros zéro écart. Mais ce qu'on demande dans une préparation à son groupe, c'est surtout de l'assiduité, du professionnalisme, de la rigueur et surtout de la détermination. Très bien. Et toi, ton ressenti justement de ce que tu as eu comme expérience avec tes équipes, avec tes joueurs, c'est entre ce que tu nous dis là et la vérité. Comment ça se passe avec des infrastructures, pas que les infrastructures, hein, c'est pas les moyens ne font pas l'équipe ou le club, mais comment ça se passe dans des clubs tout simplement de basse division surtout, c'est quoi on est constamment en train de s'adapter. Hein. Il y en a beaucoup qui sont en vacances. Au tout début, on est 5-6. Après, on commence à être 10, 15, 20. Après, vers la fin, on est 30. Parce que, voilà, quand on prépare une saison, et surtout quand on fait la préparation estivale, c'est quelque chose de super important. Parce qu'en fait, si on fait pas de préparation, on court toute l'année après son physique. Mais vraiment toute l'année. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent dessus. Et c'est vrai que quand on a des moyens limités, on s'adapte. Mais généralement, ça se passe bien à ce niveau-là. Allô? Oui. Oui, je suis Oui, moi je suis avec Mathias, tu es encore là? Moi je suis encore là, mais Mathias, je crois qu'on l'a perdu. On l'a perdu entre-temps. Ça doit être sa 4G. Sinon, toi, coach, c'est comment vos préparations chez les professionnels? Écoute, il y a deux manières de le voir. Sur le monde amateur que j'ai côtoyé, les anciennes PH, DH, Division 4 ou N3, qui aujourd'hui s'appelle RR2, je pense qu'il faut faire preuve un peu d'imagination sur l'ensemble de la préparation pour créer un peu une relation, une convivialité, tout en étant exigeant, parce que comme tu le dis, c'est quelque chose d'important en termes de projection sur l'ensemble de la saison. Je crois que sur les clubs amateurs, pour l'avoir vécu à La Réunion, dans une période où les clubs s'entraînaient 2 ou 3 fois par semaine, en les faisant passer quasiment 2 fois par jour, il y avait des modes d'entraînement peut-être très tôt le matin et un peu plus tard le soir sur la période estivale, mais en essayant d'y associer des repas ou un ensemble de choses très ludiques. Moi, je suis pour une préparation très intégrée avec le ballon sous forme jouée, sous forme entre parenthèses, de qui perd paye, de manière à créer une dynamique. Donc ça, c'est sur le monde amateur. Ensuite, sur le monde professionnel, la première année où j'ai pris les professionnels du Havre, j'avais mis justement en pré-saison l'ensemble du staff en séminaire 3 jours, que ce soit le staff technique, le staff médical, le staff de la formation, le staff d'intendance, pour essayer de bien caler les options et les principes de travail. Et ensuite, dans le monde professionnel, c'est beaucoup plus classique, pratique, même si aujourd'hui les moyens sont un peu différents. Il y a beaucoup de coachs qui font des activités hors football, kayak, pour créer de la cohésion de groupe, escalade, course d'orientation, à base de physique. Et après, dans le monde professionnel, c'est vrai que les moyens sont plus importants. Donc, c'est à mettre en stratégie des stages de début de saison, première, deuxième semaine, juste avant les matchs. Moi, je n'aimais pas trop partir en stage, par exemple, au départ de la préparation, mais plutôt sur la fin, sur des stages de 2 ou 3 jours avant le début de la compétition. D'accord. Bon, en attendant que Mathias revienne, moi j'enchaîne. En fait, moi je voudrais enchaîner et après tu me confirmeras, coach. Moi, en fait, je base ça sur 7 jours en amateur. C'est que
quand je fais mon planning, le premier jour, je base sur un footing en douceur qui se termine par du gainage et des abdos. Je ne sais pas si vous, le premier jour, c'est comme ça, coach. Est-ce que le premier jour, c'est cool? Moi, je pense que c'est une planification en général qui doit être établie dans le monde amateur, pas trop longue mais pas trop courte. Je pense que 4 semaines dans le monde amateur pour tout ce qui est R2, R1, N3, ça me paraît correct avant le premier match de championnat. Peut-être 5 dans certains clubs, peut-être 6 dans d'autres. Mais j'ai toujours le sentiment que les premiers temps, que ce soit les premières séances ou les premières semaines, tout doit se faire de manière très progressive, très ludique, et que le travail commence vraiment en semaine 3, 4, 5, voilà, avec une montée du rythme, de l'intensité, des matchs amicaux. Le début me paraît important à maîtriser parce que les joueurs ne le maîtrisent pas eux-mêmes, tant sur le plan des émotions que sur le plan de l'énergie. Ils sont pleins de jus, donc ils sont amenés à faire des efforts, peut-être en surcharge pondérale, qui peuvent leur occasionner des petits bobos musculaires, articulaires. Donc, je pense que le début, pour moi, doit se faire gentiment avec ballon malgré tout, sous forme ludique. J'aime bien, moi, de temps en temps, faire un peu de hand, un peu de basket, voilà, pour remettre gentiment les organismes en place sur les premières séances d'entraînement ou les premières semaines d'entraînement. Messieurs, je m'excuse, il y a eu un gros bug de ma part. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? On t'entend bien, Mathias, on a continué. On a continué, on a fait les chroniqueurs là. Non, bravo. Pour le coup, hop, voilà, je rajoute 5 minutes parce que pendant 5 minutes, j'étais pas là. Je m'excuse, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'ai cru comprendre que vous aviez continué la discussion, c'est très bien, bravo, bravo à vous. On était sur la préparation du début de saison, sur la question que tu as posée au départ et qu'on a développée sur des expériences et des ressentis personnels. Ok. Alors du coup, on est toujours sur la pré-saison. Jean-Marc, nous allons parler de son équipe, de savoir faire un petit peu le point, faire un petit peu les rapports, établir un rapport aussi, cerner son équipe. Je propose à l'un de vous deux, je ne sais pas qui a, on va dire, allez, qui a le plus parlé pendant le petit bug là. On va dire que coach est plus connaisseur, on va dire. Je crois que Mohamed aime bien parler aussi. Alors, on va le laisser démarrer. aussi. Bon, très bien. Bon non, allez, Mohamed, cerner son équipe, c'est quoi ça veut dire quoi, cerner son équipe? Ça veut dire quoi, savoir faire le rapport des forces, des faiblesses, etc. Comment est-ce qu'on le voit? Déjà, on cerne nos joueurs déjà dès la première séance, hein. Comme on dit dans le jargon, dans l'expression, on n'a jamais une première occasion de faire une bonne. Enfin, je sais plus comment on dit ça, mais déjà dès la première séance, on voit comment ça se passe. Après, cerner son équipe, c'est un peu vague parce qu'en fait, on voit ça toute l'année et même on peut dire ça se compte même en année. Moi, pour ma première expérience d'entraîneur, j'étais dans mon club de cœur. Moi, les joueurs, je les ai eus en tant que coéquipier, donc je les connaissais déjà par cœur. Donc tout a été facile pour moi. Donc Oui. Tout à l'heure, j'ai vu dans la rubrique, tu m'excuses Mathias, tout à l'heure, j'ai vu dans la rubrique, s'adapter ou s'imposer. Ouais. Mais en fait, ça dépend. En fait, j'ai vu que dans la rubrique, s'imposer, oui, ça dépend si les ambitions du club si les ambitions du club ont changé. Par exemple, je vais prendre le cas du PSG en 2011. Le club a changé. Donc, ils ont eu un nouvel entraîneur qui est Carlo Ancelotti. Donc, lui, il était obligé de s'imposer, en quelque sorte. Donc, en fait, il fallait une révolution au sein de son club et au sein de son effectif. Mais, il y a un mais, dans le football actuel, le joueur il devient plus important que le collectif. Les relations entraîneur-joueur sont devenues de plus en plus importantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit sur certains cas. Je vais parler du cas aujourd'hui de Neymar où aujourd'hui le joueur est devenu beaucoup plus important que l'entraîneur, quoi. Bah oui, là c'est un problème dont on pourra revenir. Maintenant, bien sûr.
aussi ce que j'entendais par cerner son équipe et s'imposer ou s'adapter, et on va peut-être avoir l'avis de Jean-Marc là-dessus, s'adapter ou s'imposer, c'est aussi s'adapter ou s'imposer, mais tactiquement. Moi, je pense que je vais revenir sur ta première question de base, sur cerner l'équipe. L'équipe, ce n'est pas uniquement les joueurs. L'équipe, c'est d'abord savoir avec qui tu vas travailler et comment tu vas travailler. Donc, c'est ton staff technique. Le staff, on y reviendra. Le staff, on y reviendra. D'accord. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vous deux, même aussi, hein, c'est quoi. Enfin, il y a une question surtout qui revient beaucoup, c'est les différentes. Enfin, il y a des entraîneurs, voilà, ça paraît tout con dit comme ça, mais qui s'adaptent, qui savent s'adapter aussi, ou alors ceux qui imposent leur style, qui imposent leur management, qui imposent leur tactique. Vous êtes quel genre de coach? Si on reviendra sur le problème des staffs, parce que c'est quand même un sujet important et c'est une partie importante d'un résultat ou de la construction d'un résultat, que ça soit dans le monde amateur ou le monde professionnel. Ton équipe, oui, c'est la grande question. Est-ce que tu fais en fonction de l'adversaire, ou alors est-ce que tu joues sur tes options? Moi, par expérience, je me sers énormément de la préparation pour essayer de définir ce que tout le monde appelle le projet de jeu, les options de jeu, la philosophie de jeu et les grandes idées directrices quand on a le ballon ou quand on n'a pas le ballon. Donc, je me sers de ça et je dirais qu'à 70-80%, j'essaie d'imposer un style de jeu avec des idées par rapport à un vécu et par rapport à des expériences et aussi des envies de jouer. Et une adaptabilité de ton équipe à 20-30% par rapport aux forces de l'adversaire. Donc, quand tu es dans le monde amateur, je vois plus la solution d'essayer de développer une forme de jeu, des options de jeu par rapport à ce que tu penses, par rapport à ce que tu connais, plutôt que de s'occuper réellement et sincèrement toujours de l'adversaire. Quand tu es dans le monde professionnel, j'ai envie de te dire, sur la Ligue 2, tu peux rester sur l'option 1, essayer d'imposer ton style de jeu par rapport aussi aux qualités de tes garçons, par rapport aux qualités des garçons que tu as recrutés par rapport à ton style de jeu. La Ligue 2, tu peux y aller. Le National, tu peux y aller. Par contre, sur la Ligue 1, tu as un paramètre qui est important, c'est l'adversaire. Mais en fonction de l'objectif de saison que tu as, de la configuration du club, de ton niveau de joueur, de ton budget aussi, tu es obligé un peu de faire peut-être un 50-50, essayer d'imposer ton style. Il y a Roger Lemaire qui disait il y a une trentaine d'années, on ne joue pas de la même manière à Marseille qu'à Lens, donc on n'entraîne pas de la même manière. Eh ben, je peux le voir avec l'expérience que j'ai vécue. J'ai envie de vous dire, on ne joue pas de la même manière au Havre qu'à Auxerre, donc on n'entraîne pas de la même manière parce que l'identité régionale est un peu différente. Mais je pense qu'en Ligue 1, on est beaucoup plus obligé de tenir compte de l'adversaire. Oui, vous avez dû tenir compte de ça, justement, de cette. Bon, on va dire que c'est culturel, hein, vous avez dû subir ça, des changements de management, parce que au Havre, c'est pas la même chose qu'à Auxerre. Je pense que si vous voulez réussir une mission sportive, un objectif sportif, un objectif football, vous êtes obligé d'intégrer, et ça c'est ce que j'ai vite appris en faisant beaucoup d'étrangers ou en bougeant pas mal, vous êtes obligé d'intégrer la culture générale d'un pays. Sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan social, la culture sportive d'un pays ou d'une région, et donc la culture football. Si vous n'intégrez pas ces 2 ou 3 données, vous allez passer à côté un peu de la population joueurs que vous avez, et vous n'allez pas avoir les bons codes pour les amener dans le projet sportif. Et le projet sportif, c'est un résultat sportif à avoir en fin de saison. D'accord. Très bien. Mohamed Larage, c'est quoi votre identité de jeu? Bah moi, ma philosophie de jeu, elle a toujours été la même depuis que je suis entraîneur. Même, en tant que joueur, c'était à l'ancienne quand même. Mais parce que moi, j'ai connu les années 90 où, je sais pas, coach Jean-Marc va me confirmer, où je m'en rappelle qu'il y avait un stopper et un libéro. Mais au fur et à mesure du temps, dans les années 2000, c'était basé sur qui était très à la mode à l'époque parce qu'on était sur l'équipe du Barça et surtout l'équipe du Milan de Carlo Ancelotti. C'était le fameux Sympa de Noël, la tactique du 4-2-3-1. Ouais. Mais moi, c'était plutôt un système de jeu basé sur le positionnement plutôt que sur le mouvement style Barcelone, quoi. Donc moi mon style de jeu c'était quand on voit la tactique, c'était basé sur une défense solide
avec deux milieux pas très serrés et enfin deux milieux défensifs pas très serrés et trois milieux offensifs et un attaquant. Soit j'avais un 9,5, tout dépendait du milieu défensif que j'avais, ou bien soit j'avais un 10 à l'ancienne, style Platini Zidane, quoi. Mais c'est vrai que ma philosophie de jeu, c'était plutôt la possession de balle, mais je ne pouvais pas le faire puisque j'avais pas les joueurs pour. Généralement en amateur, pour mettre ça en place, c'est un peu difficile. Là, on est plus dans l'adaptation, justement. Ton idée était de faire un jeu de possession, tu n'as pas pu. Donc, tu t'es tourné vers des méthodes. Vers quel genre de méthode? Qu'est-ce que ça a donné au final? Dis-nous. Les 4 premières années, avec ma philosophie à moi, en fait, j'étais dans l'ADN de mon club. Donc, ça faisait 20 ans que je connaissais la mentalité et l'ADN du club où j'étais. Donc, c'était un peu facile pour moi. Mais dès que j'ai dû quitter ce club-là, je suis parti pour imposer mes idées. D'accord. On demandera à l'avis à Jean-Marc aussi s'il a peut-être possiblement une tactique, un plan de jeu assez, dans sa tête en général, s'il a un truc bien à lui. Et ensuite, on fera intervenir un auditeur. Il vous posera peut-être quelques questions. Il parlera un petit peu de tout ça avec nous. Donc, coach Larage. Non, moi j'ai fini. J'étais prêt à écouter la philosophie de jeu de coach Jean-Marc. Donc, comme ça, j'en prends de la graine. Quand même, tu allais conclure. Tu allais nous parler de ta troisième année. Tu n'as pas entendu la fin, c'est ça? Tu ta troisième année. Où tu as dû imposer, puis ça a été catastrophique. Ah oui, ouais, c'est vrai que ça a coupé à ce moment-là. Non, ma troisième année a été catastrophique. C'est-à-dire que j'ai jamais pu m'imposer ni même m'adapter. Donc, je vais pas vous mentir que au cours de l'année, ça y est, pour moi, c'était clair que je voulais plus entendre parler de coaching. Donc, j'étais déjà parti en milieu de saison. Donc, ok. Donc, je suis en fait après cette dernière pige, j'ai fait autre chose. Peut-être que je devais revoir mes plans ou revoir peut-être ma philosophie ou bien même faire une remise en question de. C'est une étape aussi pour les entraîneurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Jean-Marc Nobilo, est-ce que vous avez un petit peu votre idée de jeu bien à vous, peut-être votre tactique bien à vous, de plan de jeu, même si on sait évidemment qu'un plan de jeu ne veut rien dire, un 4-2-3-1 peut se modeler, voilà. Est-ce que vous avez un truc comme ça Écoute, Mathias, moi dans les premières années de formateur, j'ai envie de te dire, dans les années de 90 à 2005, j'ai changé beaucoup de systèmes. J'aimais beaucoup le système de jeu de l'Ajax, remodelé au Barça avec Johan Cruyff, le 3-4-3, mais alors là, un football total. 3 attaquants. En formation, j'ai beaucoup expérimenté ça avec d'autres systèmes, un 4-4-2 en losange, un 4-4-2 à plat. Mais sur mes dernières expériences, que ce soit avec les réserves pro du Havre, d'Auxerre ou avec le Havre en pro, j'aimais beaucoup le 4-4-2, deux lignes de 4 bien compactes en distance, avec deux attaquants, parce que deux attaquants, ça laisse quand même beaucoup de possibilités pour s'appuyer. J'aime beaucoup aussi une récupération haute, même en allant essayer d'harceler l'adversaire dans les premiers temps du match très haut. Et sur le jeu, sur l'utilisation, j'aime beaucoup tout ce qui est jeu entre deux, jeu court, jeu de côté, quoi. Enfin, j'invente rien, mais c'est avec ce système-là et ces options-là définies que ça m'a permis d'avoir quelques résultats en termes d'accession de réserve ou alors avec un titre avec le Havre. Mais le deux lignes de 4 avec deux attaquants, moi, c'est un système qui m'a beaucoup plu, dans lequel je crois encore beaucoup. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'équipes qui sont en train gentiment d'y revenir. Très bien, mais on a bien compris. J'ai fait entrer donc Alanovic76 sur Twitter, retrouvez-le, abonnez-vous. C'était un petit peu l'instant pub. Non, Alan qui nous a... Non, mais je sais pas si tu m'as compris. Le Alan qui
Donc je l'ai fait rentrer. Je ne sais pas s'il va arriver dans un petit instant ou s'il faut qu'il allume son micro. Nous, alors comme je l'ai dit à vous deux, chers, il va se manifester. Alors s'il m'entend, manifeste-toi, Alan, quand tu seras sur le débat. Je vous ai parlé du staff. Enfin, je vous ai parlé. Jean-Marc Nobillo nous a parlé du staff. Moi, j'aimerais y revenir tout de suite. Oui, bonjour. Le staff. Ah, voilà, attends, Alan, c'est bon. Oui, bonjour, Alan. Je t'ai fait rentrer dans l'application. Savoir déjà, premièrement, est-ce que tu as peut-être des questions à poser qui t'étaient venues en tête à nos deux coachs avant de te faire peut-être participer un petit peu au débat? Oui, déjà, je voudrais dire que je suis quand même assez flatté par la Monsieur Nobilo parce que même si je suis supporter du Paris Saint-Germain, je reste normand et je suis le résultat du Havre. Je sais qu'il a été le dernier entraîneur à faire monter le Havre. Donc, bravo pour ça. Il avait quand même des joueurs comme O'Haro. Certes, devant, c'était un vrai joueur. Et moi, j'aurais une question par rapport justement aux entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2. On a souvent tendance, quand on a des doutes, à essayer de bloquer l'adversaire. Et parfois, on a des matchs où les deux coachs essayent de bloquer les deux adversaires. Et est-ce que finalement, quand on a des doutes, est-ce que on ne laisse pas tomber nos principes et qu'on n'est pas un petit peu trop frileux? Alan, tu vois, il y a deux manières d'y répondre par rapport au niveau. J'ai envie de te dire, en Ligue 2, j'avais vraiment une philosophie bien précise que j'ai définie, de ligne de 4 avec un pressing haut, en essayant d'aller marquer le premier, parce que très souvent, quand tu marques le premier, des stats ont été faites, que sur 5 matchs, tu en gagnes 2, tu fais 2 matchs nuls et tu en perds qu'un. Ça veut dire que c'est un accès vers le bon résultat. Donc, j'ai réussi à le tenir, à l'imposer, en faisant beaucoup de turnover avec des jeunes, et ça m'a pas trop mal réussi. En Ligue 1, j'ai voulu essayer de le mettre en place, mais le niveau technique était tellement supérieur au potentiel de notre équipe qui était en devenir qu'à un moment donné, j'étais obligé un peu de reculer pour essayer de limiter la casse. Et je crois que là où tu as raison, c'est qu'à un moment donné, pour l'avoir vécu de deux manières différentes, une année, j'ai envie de te dire, super brillante et une année un peu cata, à un moment donné, quand tu n'arrives pas à imposer ton style de jeu, tes options de jeu, tu doutes, tu recules un peu sur tes principes de jeu, tu laisses le jeu à l'adversaire et à ce moment-là, tu n'es plus toi-même et tu as moins de chances de faire de bons résultats. D'accord. Et justement, par rapport à ça aussi, parce que bon, tu as connu une montée en Ligue 1 et ma question aussi se portait sur je vois, il y a beaucoup d'équipes qui font de nombreux transferts. Est-ce que justement aussi le fait de chambouler un effectif comme ça avec beaucoup de transferts, est-ce que ça peut causer des problèmes dans le temps d'adaptation de l'équipe, le temps de l'apprentissage, le temps de connaître les joueurs? Et est-ce que justement ça peut être préjudiciable sur le plan sportif? Écoute, Alan, ça dépend un peu de la configuration de ton groupe. Moi, voilà, j'avais répondu positivement à la proposition de Jean-Pierre Louvel, qui m'avait fait confiance alors que j'étais sans grade quasiment, ou alors uniquement un formateur, parce que j'avais un groupe très jeune, encadré par quelques anciens, et ça me convenait bien. Je le connaissais bien, ce groupe-là, puisque j'étais au club depuis 2 ou 3 ans. Après, quand tu es dans une situation où tu prends un club, voilà, tu changes de club, que ce soit de Ligue 2 vers la Ligue 2, de la Ligue 2 vers la Ligue 1 ou de la Ligue 1 vers la Ligue 1, tu as une phase d'adaptation avec certaines problématiques. Est-ce que c'est toi qui fais le recrutement? Est-ce que c'est ton président, ton directeur sportif? Est-ce que quand tu demandes un profil, tu as vraiment ton profil pour l'adapter à ton système ou tu as un autre profil en fonction du budget? Il y a un ensemble de choses qu'il faut réduire un maximum dans les 4 à 6 semaines de préparation, alors que c'est une période où tu as besoin d'un peu de temps. Donc, il y a tout un tas de paramètres qui font que, comme tu le précises, c'est très difficile. Et puis aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé, quoi. Voilà, faut pas avoir peur de se le dire. Hein. En Ligue 1, il y a très peu d'entraîneurs qui font le recrutement. Ce sont les directeurs sportifs, les directeurs généraux, les présidents. Et c'est toujours un peu délicat de ne pas faire le recrutement quand tu sais, toi, ta philosophie de jeu, ton projet de jeu sur le plan offensif, sur le plan défensif. Donc, il y a un ensemble de choses. Et puis, il y a aussi le nerf de la guerre. Hein. Le nerf de la guerre, c'est que ton recrutement, tu le fais par rapport à ton budget, par rapport à ton classement budget, et que tu vas pouvoir demander des choses à ton président, bien sûr, en fonction de la bourse qu'il va pouvoir t'allouer. Donc, tous ces paramètres, ces conditions font qu'à un moment donné, la sauce peut prendre assez facilement ou un peu moins facilement.
Très bien. La complexité aussi. Alan, Oui. désolé de te couper. On va essayer d'avancer un petit Ouais. peu, donc n'hésite pas à intervenir aussi si tu veux poser quelques questions ou apporter une expérience possible, hein, peut-être. J'avais noté un petit truc tactique sur la Ligue 2, mais peut-être qu'on y reviendra après au final. L'important d'abord, c'est de parler du staff, parce que le staff, on dit souvent que c'est plus qu'une aide et que l'adjoint, c'est aussi quelqu'un sur qui on peut compter, surtout. Moi, j'avais une question. Déjà, on va commencer avec coach Larage. Ça peut paraître bête, mais pour remettre le contexte et pour nos auditeurs, comment est-ce que ça se trouve déjà un adjoint? Bah, en fait, avoir un adjoint, c'est primordial. Hein. C'est même dans le monde amateur. Hein. Bah, pour le trouver déjà, il faut commencer par les bases. Il doit avoir beaucoup d'atomes crochus avec le coach numéro 1. Déjà, ça c'est primordial. Et après, il y a deux types d'entraîneurs. Hein. Il y en a qui délèguent. Ça peut être un coach qui délègue, hein, mais c'est comment dire. Mais il y a les coachs numéro 1 qui préfèrent maîtriser. Mais le tout, c'est d'avoir la même philosophie de jeu, avoir un discours similaire, quoi, et avoir la même approche collective. Mais le plus important vraiment pour avoir un coach adjoint, et je pense que coach Jean-Marc va me le confirmer, il doit être fiable. Il doit être fiable. On prend l'exemple de Zizou au Real Madrid. Le Florentino Pérez le directeur Butragueño a essayé de lui imposer Santiago Solari. Hein, je prends un exemple comme ça. Hein. Mais lui, il a voulu prendre son coach de toujours, son coach adjoint de toujours, David Bettoni. Et pour moi, c'est tout à son honneur parce que les deux, ils se connaissent par cœur, donc ils ont la même philosophie. Donc même dans le monde amateur, avoir un coach adjoint, c'est super important, mais surtout d'avoir des atomes crochus et avoir la même philosophie de jeu surtout. Très bien. Ouais. Quel rapport vous entretenez avec votre staff? J'aimerais qu'on continue avec coach Larage parce que les questions d'Alan étaient surtout orientées vers Jean-Marc. Bien sûr. Coach Larage, c'était quoi ton rapport avec ton staff et en amateur surtout? Est-ce que peut-être qu'il y a une différence avec le monde pro? Jean-Marc nous le dira. C'est peut-être plus social, j'en sais rien. Bah en fait c'était social, c'était amical, c'était fraternel. Moi sincèrement mon coach adjoint il s'occupait juste de placer les plots parce que j'avais déjà un planning de placer les plots et moi en fait moi je délègue pas l'entraînement, c'est pas un manager à l'ancienne comme en Angleterre. J'étais plutôt tu places les plots, tu places ceci et moi je fais l'entraînement et à la fin on faisait un bilan de l'entraînement si ça s'est bien passé. Et puis voilà quoi. Et après tout ce qui était jour de match, je le consultais sur la liste des joueurs et je lui demandais son avis mais à la fin j'avais le dernier mot. Donc c'était plutôt ça. Très bien. On va demander l'avis à Jean-Marc Nobilo, notre autre coach présent ce soir. C'est quoi, vous, qu'est-ce que vous entretenez? Enfin, allez, on cadre tout ce que je vais dire. Vous avez un adjoint qui vous suit, qui vous a suivi pendant toute votre carrière Moi, je pense qu'il y a des notions qui sont importantes qui s'appellent équilibre et complémentarité. Par exemple, moi, je viens du monde amateur. D'accord, j'ai joué en PH, en DH, en D4, en D3. Donc, quand vous êtes dans une structure professionnelle, centre de formation ou un groupe pro, si vous prenez quelqu'un qui est de votre même profil, vous n'allez pas faire avancer la machine aussi bien. Donc, je prenais des gens, moi, j'ai pris quand même des Jean-Pierre Delaunay qui avait une très grosse expérience de joueur au club, plus de 400-500 matchs de Ligue 1 dans mes premières années de formateur au Havre. Mais ce qui n'empêchait pas que j'avais un adjoint à côté de moi qui était Johan Nouvel, qui venait un peu du monde amateur, qui était plus dans la relation, dans le contenu, dans l'entraînement. Ensuite, quand je suis monté avec les professionnels, j'ai pris quelqu'un comme Patrice Monteil, qui pareil avait 300-400 matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, et qui m'apportait une connaissance importante de vestiaire, de relations avec les joueurs, de crédibilité. Et quand je suis allé à Auxerre, j'ai appliqué le même schéma, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec Johan Radé, qui avait une grande expérience de joueurs professionnels, Champions League, champion de France. Ça, c'est important, cette notion de complémentarité. Après, il y a une définition des missions à mettre en place. Qu'est-ce que vous attendez de votre adjoint? Moi, j'ai toujours considéré que, pour moi, l'adjoint, c'est pas un numéro 2, c'est un 1 bis. D'ailleurs, c'est comme ça que je travaillais avec Noël Tauzy. Et quand Noël m'avait fait
la proposition. Ah, mais vous travaillez avec Ouais. Noël Tosi. Da- Ah, c'est. Oh Et c'est pour ça non, que mais quand Noël m'avait fait la proposition de venir travailler avec lui à Angers, je m'étais permis de lui dire Noël, moi, si c'est pour être un numéro 2 ou un numéro 3, moi, je considère le poste comme un numéro 1 bis. Et lui, en plus de ça, c'était un profil qui l'intéressait. Donc, tout dépend un petit peu de comment vous souhaitez définir les Très tâches, parce qu'après, vous avez une équipe à fédérer avec un ou deux adjoints, avec un entraîneur des gardiens, un préparateur athlétique. Moi, j'ai intégré aussi le directeur de la formation et l'entraîneur de la CFA, le staff médical. Vous avez quand même un management à faire avec 8-10 personnes. Donc, tout dépend un peu de comment vous concevez la tâche, mais ces deux notions d'équilibre et de complémentarité me paraissent importantes. Non, mais c'est super intéressant ce que vous dites. Au-delà du fait que Noël Tosi était votre adjoint, déjà, en Non, fait, c'est pas une j'étais si son mauvaise adjoint. chose. J'étais son adjoint. Oui, pardon. pendant 2 Oui, ans à Angers. pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Au-delà du fait que vous étiez donc son adjoint et du fait que c'est d'autant plus intéressant peut-être qu'il ne soit pas là, parce que comme ça, on a deux avis. Parce que si vous vous connaissiez, ça aurait été. Voilà, il y aurait eu trop d'être. Vous serez marré dans votre coin, nous, on serait retrouvés tout seuls. Non. Du coup, plus sérieusement, c'est super intéressant parce que en général, ça veut donc dire qu'un entraîneur qui n'a pas connu le monde professionnel va s'encadrer en général d'un entraîneur qui l'a connu et qui donc va l'aider. Et donc au final, l'entraîneur qui n'a pas connu le monde professionnel va complètement être Après, vous savez, je pense que le monde sportif, c'est comme la vie de tous les jours. C'est le bon sens qui doit vous guider. Donc moi, si j'ai fait une petite carrière qui dure depuis pas mal de temps avec des postes importants, que ce soit à la formation ou dans les équipes professionnelles, c'est parce qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de se dire, avec beaucoup d'humilité, ça, je suis en mesure et capable de le faire, mais ça, je n'ai pas eu l'expérience qui m'a permis de le comprendre. Donc quand on ne sait pas faire quelque chose, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas spécialement grave. Il faut que quelqu'un le fasse à votre place. Après, il faut cadrer, parce qu'aujourd'hui, on est avec des générations peut-être un peu différentes qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, où ces générations-là, très rapidement, de un bis ou de numéro 2 ou numéro 3, veulent être très rapidement qualif à la place du qualif sans avoir fait les preuves. La notion de patience ou d'impatience, aujourd'hui, elle est j'ai envie de vous dire, pas toujours très présente chez les jeunes générations. Mais tout ça, ça se manage, ça se cadre, il y a une définition des tâches, il y a des formes de job description, comme disent les Anglais, de lettres de mission, et vous avez des réunions point bilan à faire pour, à un moment donné, quand quelqu'un sort de son champ d'intervention, de le cadrer gentiment et de manière à ce que votre équipe, parce que le plus important, bien sûr que c'est le staff qui va vous aider à construire le résultat, mais ce sont vos joueurs et ce sont votre équipe. C'est eux que vous devez emmener à la recherche de points. Très bien. Une petite question un petit peu philosophique. On entre dans les 10 dernières minutes du débat. Mohamed, qu'est-ce que tu as appris de ton staff? Qu'est-ce que j'ai appris de mon staff? La patience surtout. Parce que j'étais un peu colérique lorsque j'étais entraîneur. J'étais beaucoup dans l'émotionnel et avec mon staff parce que en fait lors de mon passage à Saint-Thibault, j'étais avec un ancien qui a connu le football des années 60 à l'époque Raymond Coppa et Juste Fontaine et tout le tralala. Mais avec les anciens j'ai pu me contenir sur certaines choses. J'ai pu apprendre beaucoup de choses en fait sur la philosophie de jeu, sur la gestion de l'effectif et parce que quand on est dans le feu de l'action, on voit pas tout et donc l'entraîneur adjoint au moment où il y a des temps faibles, il peut te murmurer à l'oreille ce qui ne va pas derrière pendant que toi tu t'occupes de l'attaque. Donc il y a plein de choses en fait. C'est quand on a un entraîneur adjoint on voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas parce qu'on est vraiment dans le feu de l'action, en fait, on est des passionnés, donc on est vraiment pas lucide à ce moment-là. Et en fait, l'entraîneur adjoint pendant le match peut te donner une dose de Exactement, lucidité. ouais. En 3-4 phrases, l'avis de Jean-Marc Nobilo là-dessus. Ensuite, on va passer vraiment plus dans le détail sur la préparation. Vous avez appris quoi de votre staff? Je crois que les staffs, ils se managent avec la connaissance du milieu que vous avez et l'âge que vous avez.
Voilà, moi je pense que jusqu'à 40-45 ans, j'ai eu un management un peu directif, un peu autoritaire. Après 50, j'ai eu un management un peu plus responsabilisant, un peu plus souple. Donc voilà ce que m'ont appris les staffs, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver un management qui leur convient. Ça me paraît important de le souligner. Très bien, très bien. Mais merci d'avoir fait concis. Donc, on rentre plus dans le détail. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va le trouver ce temps, il n'y a pas de souci. Toujours dans l'idée de travailler un petit peu avec son staff et aussi dans la pré-saison. Benoît Piqueux, préparateur physique à Angers, disait « Je préfère qu'on soit à 90% pendant 6-8 mois plutôt qu'à 100% d'entrée et que ça ne dure pas. » Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette vision? Mais surtout, on va revenir aussi sur la question de la charge de travail. Qu'est-ce que c'est le programme idéal aussi un petit peu? Vous, Jean-Marc, vous êtes adepte d'un... Ah, il y a un petit bruit de fond. Non, là c'est bon. Jean-Marc, vous êtes adepte d'une charge lourde en début de saison avec beaucoup de physique et vous partagez les propos de Benoît Piqueux ou pas du tout? Vous avez en termes de préparation athlétique, des stratégies de préparation, hein, tout simplement, comme il peut y avoir des stratégies sur le plan tactique. Est-ce que vous voulez démarrer très bien le championnat? Est-ce que vous voulez être en forme en octobre, novembre? Est-ce que vous voulez être très bien en avril-mai? Moi, j'ai envie de vous dire, sur le plan des grands principes de préparation, j'avais toujours une préparation, j'ai vu, kilométrique assez importante. J'ai jamais trop aimé tout ce qui se faisait en termes de préparation italienne ou Cometti en début de saison. Peut-être parce que je ne le maîtrisais pas trop, mais il y avait beaucoup une préparation kilométrique, volumique, mais toujours intégrée avec ballon et sous forme de jeu. On avait un peu de mal au départ parce que il fallait la digérer, il fallait l'assimiler. Mais très souvent, les périodes importantes, octobre, novembre, décembre, avec mes équipes, je ne les maîtrisais pas trop mal. Et ensuite, comme vous savez que dans tous les championnats de France et de Navarre, mais de la PH à la Ligue 1, tout se joue quasiment sur le dernier mois ou sur les 5 derniers matchs, à savoir la montée, le maintien, le milieu. Eh bien, écoutez, je finissais pas trop mal. Donc, stratégiquement, je m'étais organisé avec mon staff, en relation avec la préparation athlétique, à faire une préparation qui allait en progressivité sur la saison. Très bien. Coach Larage, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, justement? Et c'est quoi votre programme idéal un petit peu en pré-saison? Et quelle est la différence peut-être aussi dans le monde amateur avec comme ce qu'a pu nous dire Jean-Marc? Est-ce qu'il y a une approche différente, peut-être? Une approche différente. On parle bien du programme. Je pense pas, mais en fait, voilà. Oui, en amateur, en fait, c'est primordial. En fait, c'est quasi obligatoire de faire une grosse préparation estivale, puisque en fait, c'est pour démarrer sur des chapeaux de roue le championnat. Parce qu'en hiver, il y a une grosse trêve. C'est pas comme le monde professionnel. Et en hiver, dans le monde amateur, certains aiment bien rester chez eux pendant l'entraînement. Il y a des soirées Ligue des Champions. Ouais. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc, il y a un contre-coup de tout ça avec les fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an. Et comme on a une grosse trêve hivernale qui dure un peu plus d'un mois, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une grosse préparation physique estivale. Moi, je vous dis sincèrement, je suis très comment dire ça. Enfin, moi, je m'inspire des entraînements de la Juventus en fait. J'ai pris quelques entraînements de la Juventus pendant le. Ah, c'est dans le DVD de Zidane, il vous le dit. Hein, le ballon, vous le voyez pas. Hein, c'est du foncier, c'est du 15-15, comment on appelle ça le programme de Luc Léger, je sais plus comment il s'appelle avec les paliers. Il y a beaucoup de fractionnés. C'est vraiment basé sur le physique. Puis après, quand tout le monde est au top, on essaie de faire un bon début de championnat. Et puis après, en novembre, c'est là où ça commence à tanguer un petit peu. Il y a les fêtes de fin d'année et la philosophie, en fait, ma philosophie en club, et c'est ce que je dis à mes joueurs, c'est qu'un championnat se gagne en hiver. Je pense que c'est la même pour tout le monde, mais surtout en amateur. Celui qui se prépare bien en été, en hiver, s'il n'y a pas trop de dégâts, on peut terminer le championnat très bien.
si on s'est bien préparé l'été et l'hiver, si on n'a pas trop fait Très bien, de dégâts. très bien. Ben voilà, ok. Donc, en ce qui concerne la préparation, c'était très intéressant. Merci, coach Larache. On voit le décalage un petit peu aussi avec le monde professionnel. On voit aussi que tes méthodes sont en général des méthodes pas trop appréciées, je crois, des joueurs quand ils reviennent à la reprise faire pas du tout. Pas du tout même. Ouais, franchement, ils souffrent. Ouais. On le sait, c'est un peu le cliché aussi de dire tu vas courir à la rentrée, puis non, tout le monde n'est pas toujours très, très content. On va conclure un petit peu avec le côté plus entraîneur, plus personnel. Est-ce que, alors que ce soit à la pré-saison ou même en fin de saison, au moment de faire un bilan, on fait rarement, bref, vous allez comprendre. Est-ce que vous fixez des objectifs personnels? Quel type d'objectif personnel vous fixez? Alors, je ne parle pas forcément de résultats, évidemment, parce que le résultat, ça dépend de l'équipe, etc. Mais en termes d'objectifs de maîtrise, voilà, peut-être faire de son équipe une équipe qui va marquer tant de buts, par exemple. Je ne sais pas, quel type d'entraîneur, quel type d'objectif, vous voulez vous fixer en général? Jean-Marc Nobilo, par exemple, vous avez des objectifs. Quand vous arrivez à la rentrée comme ça, vous dites, allez, en général, est-ce que je peux devenir cet entraîneur-là? Je ne sais pas. Non, moi je pense qu'il faut revenir à votre question. Est-ce que vous managez selon vos options principes ou selon l'adversaire? Donc c'est la première chose à définir avec les joueurs, le cadre, les valeurs et les grands principes de jeu. Mais sur les objectifs personnels, que ce soit dans le monde amateur, puisque j'ai entraîné à La Réunion dans le monde amateur, en formation ou dans le monde professionnel, j'avais un entretien en début de saison de 25-30 minutes avec chaque joueur où gentiment il m'expliquait, il répondait à 2 ou 3 questions, son état d'esprit, ses motivations pour la saison, quels étaient ses objectifs personnels. Alors dans les objectifs personnels, c'était quoi? Combien de matchs titulaires, combien de matchs remplaçants, quelle efficacité pour un attaquant. Et je lui posais aussi une question, comment il se voyait dans 1 an et dans 3 ans. Ça m'avait permis un peu d'identifier le profil de la personne. À travers ce qu'il avait exprimé, il y avait une régulation en disant, écoute, je pense que cette année, par rapport à d'où tu viens, tu sors de la formation, tu as fait 2 ans en Ligue 2, etc. Voilà comment je voyais les choses en termes de nombre de matchs titulaires, d'objectifs quantitatifs. Et derrière, au-delà de ça, c'était un peu notre guide du routard pendant l'année qu'on contrôlait à peu près tous les mois et demi, 2 mois. Donc, j'avais à peu près facilement 3 entretiens par trimestre avec chaque joueur. Mais je vous dis du monde amateur, de la formation des pros, pour chaque fois essayer de les remettre dans le chemin qu'ils avaient déterminé eux-mêmes ou qu'on avait co-construit ensemble. Ok, très bien. C'est bientôt la fin de l'émission. Je vous propose un petit jeu. Coach Larache, peut-être qu'on peut commencer. Je veux 3 mots d'ordre de ton football à toi. 3 mots. 3 mots d'ordre. Discipline, assiduité, sérieux. Rigueur, allez, j'en place un 4e. Ça, c'est digne de ta préparation physique d'avant-saison. Oui. Jean-Marc Nobilo, 3 mots d'ordre de votre football et on conclura là-dessus. Transpiration, investissement, c'est le même. Prise d'initiative et plaisir. Ouais, ça fait 4 mots. Hein. Ouais, mais c'est le même. Transpiration, investissement. Aujourd'hui, c'est le même pour moi. Il n'y a pas de champagne, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de… Non, mais c'est en fin d'année. Mathias a posé la question au coach. Moi, j'avais juste une question, si je peux me permettre. Maintenant, on va terminer sur la question de Alanovic. Ouais. J'avais juste une question, si je peux me permettre, parce que moi, je suis pas mal les préparations des équipes cyclistes, en sachant qu'il y a beaucoup de courses dans l'année et beaucoup de coureurs cyclistes. Et justement, je me demande, j'avais une question, est-ce que finalement, est-ce qu'on pourrait avoir des préparations décalées sur certains groupes de joueurs de façon à peut-être garder un collectif qui soit un petit peu en forme tout au long de l'année, c'est-à-dire peut-être avoir des joueurs qui sont moins en forme en début d'année, plus en forme au milieu d'année, de façon à avoir une sorte d'homogénéité physique tout au long du championnat. C'est une très bonne question, Alan, parce que c'est un truc auquel j'ai réfléchi en formation ou en professionnel. Comme les groupes en professionnel ou en formation sont assez élargis, on est avec 25-30 joueurs. À un moment donné, j'avais étudié le cas en staff de dire est-ce qu'on ne ferait pas une préparation qui va vite mettre en forme un groupe de 15-16 joueurs en attendant de travailler un peu plus avec d'autres qui
qui seront en forme et dans leur pic de forme en octobre ou en novembre. C'est des choses stratégiques sur lesquelles je pense, à mon avis, les grosses écuries, aujourd'hui, avec les outils qu'ils ont scientifiques pour mesurer les charges d'entraînement et les efforts, à réfléchir, parce que c'est une vraie stratégie de travail. Merci. Merci Et on va conclure. On va conclure là-dessus. Je vous remercie vraiment tous les trois et plus particulièrement Jean-Marc Nobilo, coach Larage, d'avoir de vous être fait face, on va dire. C'était un plaisir d'animer. C'était un plaisir d'animer cette émission, vraiment. Une heure, c'est trop court hein, quand on parle foot comme ça, c'est sûr. Il y avait plein de sujets à aborder. C'est pas grave, on les abordera la semaine prochaine avec Noël Tosi cette fois. Même jour, même heure, on le rappelle. Je vous remercie tous les trois, Alanovic, Jean-Marc Nobilo et coach Larage. Coach Larage, on le rappelle, la chaîne YouTube, donc Coach Larage, toujours. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année, finalement? Beaucoup de football, surtout. Beaucoup de football et de réussite. Jean-Marc Nobilo, on vous souhaite bon courage avec la DTN de La Réunion, enfin, direction technique de La Réunion, pardon. Oui. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Même heure, je vous remercie encore d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas à faire vos retours sur le hashtag Le Café Crème sur Twitter, Instagram et Facebook. C'était un plaisir d'animer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Mohamed, salut Jean-Marc. Dans le monde amateur et puis bon courage dans tes projets. Mathias, bravo pour une première. Et puis Alain, ça m'a fait plaisir. Merci Jean-Marc. Un ancien du Havre parce que j'ai passé de très très belles années. Merci Jean-Marc, merci coach, merci Mathias. Je vous remercie également. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, l'important, c'est les trucs. Toujours. Bonne soirée. Salut à tous. Au revoir.